Voilà. Nicolas, je vais donc te reposer cette question. Est-ce que tu peux effectivement te présenter? Donc, on en était sur le fait que tu allais soutenir ta thèse bien dans quelques mois donc sur les robots. Tu nous diras dans le domaine RH. Voilà. Donc, en quelques mots, qui es-tu, Livia? Bon, oui, merci beaucoup et merci à tous nos intervenants qui ont été passionnants juste ce matin. Donc effectivement, je travaille comme manager dans le groupe GS Darwen depuis un certain nombre d'années et au travers une de mes missions principales, c'est d'accompagner nos clients et notamment les RH dans leur transformation. Donc comment ils accompagnent les transformations des métiers, comme on a pu le voir ce matin, et eux-mêmes, comment les RH peuvent se transformer pour s'adapter à tout ça. Hein. On a parlé de l'agilité des DRH, on a parlé effectivement de l'émergence des technologies dans nos métiers, donc aussi bien dans les parties recrutement, mais aussi voilà, développement des compétences et la formation, qui est aussi mon métier. Donc c'est vrai que en tant que participante à ces activités, j'ai eu aussi envie de creuser ce qui allait arriver après. Et donc, notamment avec des technologies un petit peu qui sont venues nous interroger dans nos façons de pratiquer, que sont l'IA et effectivement une des plateformes qui peut porter l'IA, que sont les robots. Donc, quand je parle de robots, alors on a parlé des RPA aussi ce matin, notamment avec Farouja chez Engie. Quand je parle de robots, je parle de robots physiques en fait. Hein, donc, pas seulement les algorithmes qui peuvent effectivement exercer des activités automatisées dans nos métiers, par exemple dans l'administration des activités RH, mais je parle aussi voilà, des robots d'interaction. Hein. On parle de robots effectivement compagnons dans les usages personnels, mais dans le travail, on parle effectivement de robots de service. Donc, vous en avez peut-être aperçu voilà, quelques-uns en essai chez Carrefour, à l'accueil dans des gares comme la SNCF. Il y a le robot Pepper, il y a le robot Buddy aussi qui devrait arriver cette année. Je fais une petite mention, hein, c'est d'autant plus d'actualité que voilà, le dernier numéro de Planète Robot confirme que beaucoup de robots qui ont été en essai, en POC, en expérimentation là, ces 5 dernières années, donc là, le CES de Las Vegas vient de se terminer en version distancielle en 2021 et qui confirme effectivement que certains de ces robots vont vraiment être disponibles à l'achat et au déploiement. Donc, ce qui amène aussi une interrogation sur comment ces outils vont se déployer ou pas dans nos métiers. Alors justement, on entendait tout à l'heure nos intervenants dire bon, il faut raison garder. Il faut quand même. On est en tongue devant l'Himalaya, hein, si je reprends l'expression de Oui, William Smith. Est-ce qu'on est en tongue devant l'Himalaya quand on parle de robots et qu'est-ce qu'on peut attendre finalement des robots? Est-ce que là aussi, est-ce qu'on n'est pas dans une gadgetisation? Quand on voit effectivement ces robots de service dont tu parlais, les Pepper et autres, il y a eu une vague il y a 2-3 ans où on a ouais. vu, on était assez fiers d'ailleurs en France d'avoir cette société qui depuis a été rachetée par une banque japonaise, mais par SoftBank, Alderaban, si je décide, où on en est aujourd'hui et qu'est-ce que concrètement on peut en attendre et surtout qu'est-ce que on peut en attendre dans les RH finalement. Oui, oui, et c'est vrai que je m'inscris tout à fait dans les conclusions de William et Farouja juste avant, et puis aussi des remarques qu'ont fait Julien et Frédéric et Anne. C'est vraiment cette question des usages qui doit être interrogée. Hein, et de la même façon que l'IA fait peur, le robot rajoute en plus une peur puisqu'il est physique, il est présent, et donc il pourrait d'autant plus faire craindre de prendre la place de l'homme notamment au travail. Hein. Et donc ça, c'est des choses qu'on étudie aussi à la fois sur le terrain, et c'était l'intérêt de ce matin, mais aussi dans la recherche. Donc voilà, il ne faut pas prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire que la techno existe, c'est super joli, ça a l'air sympa d'avoir un robot. Bon, on est aussi pour certains un peu geek et ça a l'air voilà, marrant, mais il faut vraiment s'interroger sur en quoi ça apporte quelque chose effectivement de positif. Les critères hein, d'acceptation des technologies, c'est très simple. Hein, y a des choses qui n'ont pas changé depuis déjà une trentaine d'années dans ce qu'on observe. C'était déjà le cas des nouvelles technologies de l'information et la communication. Il faut que ce soit utile et utilisable. Et donc ça, c'est important pour les RH que nous sommes quand on développe des compétences. C'est voilà, qu'est-ce qui m'est utile dans l'exercice de mon métier. Hein, l'IA n'est qu'un outil finalement, un instrument. Hein, si on revient à 2000 ans lycée de l'espace, on a vu que voilà, l'outil était là pour émanciper l'homme dans son développement. Donc voilà, en quoi c'est utile, en quoi c'est utilisable. Donc première question,
Et ensuite, pour le robot, effectivement, s'ajoutent des anxiétés, hein, des peurs, qui est important d'étudier. Donc ça, c'est des messages aussi bien vers les concepteurs, hein, les constructeurs. Et je rejoins aussi beaucoup Farouja. Il y a encore beaucoup de constructeurs qui soit sont des ultra experts, parfois pas toujours au fait avec les nécessités, les usages professionnels. Ils ont besoin, ils viennent nous chercher d'ailleurs en tant que consultants pour étudier les besoins. Effectivement, il y a toute la partie le robot étant un objet connecté, il a accès plus facilement que l'humain sur certaines fonctionnalités aux données. Il sait, lui, effectivement, faire fonctionner le logiciel, le Waze RH. Il peut facilement accéder à ces données et à la limite les diffuser, les broadcaster. Donc, il faut tout un ensemble de réflexions aussi sur la cybersécurité autour des objets connectés. On le voit aussi avec la question des enceintes connectées. Et donc, même chose pour le robot. Alors, pour le côté positif, ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, finalement, nous a ramené de l'intérêt possible sur l'usage de robots au travail, et notamment sur un angle, alors pas tout à fait justement sur les fonctions régaliennes de l'ARH, mais sur la dimension qualité de vie au travail. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup réinterrogé sur où est-ce qu'on travaille avec le télétravail imposé et comment on reconnecte. Et finalement, les robots peuvent ramener aussi cette utilité, parfois en accompagnant. Alors, vous verrez aussi dans le livre blanc qu'on a coécrit avec Top Employeur, on a vu aussi des expérimentations, des essais intéressants, par exemple, dans le domaine accompagnement du personnel handicapé, c'est-à-dire que le robot peut être là pour quelqu'un qui a un handicap permanent ou un handicap temporaire. Je me retrouve avec des béquilles, eh bien le robot peut m'accompagner effectivement sur site pour aller porter mes affaires, pour aller effectivement communiquer, aller chercher les collègues pour aller en réunion, enfin voilà, aider à la circulation, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a tout un pan de robots qui sont intéressants en industrie. Julien Garel l'a très bien décrit aussi avec la dimension industrielle d'EDF, tout ce qui est sécuritaire, à partir du moment où il y a des endroits qui sont dangereux d'accès. Donc, il y a des transformations, par exemple, d'expertise en assurance, d'intervention sur des sites dangereux comme des incendies, des inondations, où là, le robot peut vraiment être un complément d'une équipe humaine pour préserver aussi la qualité et la sécurité des collaborateurs. Deux usages très différents. Là, dans la côté transformation du métier, là où le RH peut être concerné par l'évolution d'un métier. Voilà. Sur le côté RH en lui-même, effectivement, avoir un robot compagnon, on l'étudie aussi un peu, Julien, tu le sais, dans l'assistanat à la formation, donc des tuteurs, il y a des usages en tout cas qui peuvent être intéressants. Donc, pour être très clair, ce n'est pas encore très développé, beaucoup moins que l'IA ne l'est. Et c'est vrai qu'il y a des questions de coût, comme on l'a très bien évoqué ce matin, et de temps de développement. Ça, il faut en être conscient. Mais voilà, ça n'est intéressant que s'il y a une dimension effectivement éthique, donc dès la conception de l'objet et en concertation avec les équipes qui pourraient bénéficier de l'intégration d'un objet comme un robot doté d'IA. Michel, peut-être une question. Oui, vous m'entendez ou pas déjà? Parce que je suis passé par le téléphone. Bon, très bien. Oui, Livia, en fait, dans les quelques minutes qui nous restent, autour de 7-8 minutes, il y a 4 questions concrètes dans le déploiement. Tu as bien dressé le panorama. La première, c'est comment on passe d'un concept à la réalisation d'un projet IA. Pour toi, la façon dont on doit approcher ces sujets, c'est la première question. Bien, effectivement, la première question, elle rejoint cette question du strategic workforce planning, c'est-à-dire qu'on doit s'interroger sur l'évolution du métier. Donc, c'est en ça que le RH a un rôle important à jouer et les managers, on doit vraiment pouvoir réfléchir, voilà, comment mon métier va évoluer l'année prochaine, demain, de quelles compétences et de quelles méthodes et outils j'ai besoin, et donc en quoi l'IA peut être une réponse, mais ça ne doit pas nécessairement être la seule réponse. On n'est pas là pour pousser l'IA, mais voir si ça peut être une des formes de réponse. Et ensuite, effectivement, ça prend, et on l'a très bien dit ce matin, des collaborations donc avec des startups spécialisées, si on doit être sur des questions de traitement de langage, des créations de données écrites, ou encore d'autres sources. On peut être sur du traitement d'images, l'IA peut faire un certain nombre de choses. Donc, c'est vrai que ça demande de travailler soit avec des startups spécialisées et de les accompagner vers le métier.
ou de développer effectivement soi-même la montée en compétence de nos collaborateurs. Donc, il y a vraiment une notion de formation, déjà de sensibilisation, donc faire en sorte que les métiers nous fassent remonter leurs besoins, donc savoir que c'est possible, que les projets IA peuvent être vraiment concrets et intéressants et faire gagner du temps et nous libérer sur d'autres aspects. Et ensuite, très bien, merci. Livia, il y a une deuxième question. On voit que, bon, effectivement, on en est au début de ce déploiement de solutions IA, et pour l'instant, beaucoup d'entreprises ont plutôt fait des expérimentations d'époque sur des petits périmètres, des équipes tests. Et on sait tous que la problématique, c'est l'industrialisation, le passage à l'échelle. Donc, comment on passe d'un POC au passage à l'échelle, d'après toi? Effectivement, alors là, je suis encore très, très réservée parce que je n'aurais pas la prétention d'avoir pu accompagner justement beaucoup de déploiements. Ça reste quand même encore un sujet délicat, surtout qu'il y a une dimension politique là-dedans. C'est-à-dire que au-delà du POC, il faut justement montrer l'intérêt de cet investissement. Et donc ensuite, où est-ce qu'on se situe dans l'organigramme de l'entreprise? Bon, ce matin, on a vu effectivement qu'on avait des structures qui avaient déjà un certain volume de données. Donc, c'est ce qui permet déjà de passer le cap. Dans le livre blanc, on a aussi interrogé des structures comme Saint-Gobain, avec des témoignages très intéressants. Je crois qu'Alban Bureau était connecté aussi tout à l'heure. Donc, c'est vrai que si on a déjà une population importante, c'est plus facile de passer sur un déploiement à l'échelle pour les petites structures. L'idée, c'est peut-être de s'associer aussi en fédération métier et en partage de pratiques. Et l'autre question, c'est de dire où est-ce que se situe la RH dans ce déploiement de l'innovation. On le voit chez nos clients. Parfois, c'est effectivement cet accès à l'IA, elle est vraiment associée à la RH, et c'est des fois RH et innovation. Parfois, il y a des directions de l'innovation, de la transformation spécifiques à part, ou alors c'est dans la DSI. Et donc, c'est vrai que cette collaboration-là dans l'entreprise, elle va faire la différence ensuite sur le déploiement. Où est-ce qu'on se situe? Est-ce que ces directions-là collaborent? Dans leur budget aussi, pour être très pragmatique. Michel, tu as dû recouper ton micro. Oui, tu as raison. Je perds les pédales. Non, je vais dire, du coup, tu as insisté sur un binôme qui est important, c'est la DSI et les RH. Comment tu envisages un bon binôme et une bonne coopération entre ces deux mondes qui parfois n'ont pas les mêmes normes ou la même façon de voir un projet de déploiement d'intelligence artificielle dans le domaine des RH? Effectivement, là, quand on voit les expériences réussies, c'est que ces directions-là se rejoignent sur la raison d'être de l'entreprise et sur l'objectif. C'est-à-dire, si on est là pour au service du client et ou au service du collaborateur, on a beaucoup parlé de l'expérience employée aussi ce matin. C'est là que va se faire la jonction. On est là pour un objectif commun, même si c'est pas simple. Donc, il faut effectivement, on a du travail en mode projet qui va nécessiter parfois de sortir un petit peu de ses activités quotidiennes, mais qui donne aussi des résultats vraiment intéressants ensuite pour un bien commun au service aussi de la performance de l'entreprise. Pareil, faut être très, très pragmatique là-dessus, sinon ça reste utopiste. Dans le livre blanc, vous avez plutôt une préconisation, les RH en lead ou la DSI en lead, ou vraiment un copilotage des deux, ou ça dépend vraiment du projet, de la culture d'entreprise? Honnêtement, on n'a pas pris parti par écrit là, dans le livre blanc. Je ne vais pas trahir les propos notamment de nos collègues, mais le binôme est idéal quand ça fonctionne bien. On ne peut plus avoir des fonctions qui fonctionnent, qui seraient chacune dans son cœur de métier. Et c'est pas RH versus DSI, c'est vraiment quel est le métier de l'entreprise. Voilà, c'est bien, c'est pour ça que la raison d'être va guider aussi la collaboration. Peut-être une dernière question pour toi, puisqu'on voit qu'il y a des stéréotypes, des freins, c'est autour de l'adoption par les collaborateurs de ces solutions. Est-ce que la façon dont on les lance, dont on accompagne le changement, est-ce qu'il y a des préconisations en termes de conduite et d'accompagnement des collaborateurs pour favoriser l'adoption? Oui, alors comme je le disais rapidement tout à l'heure, les critères d'adoption, ils sont connus dans la conduite du changement, notamment autour de technologies. Donc, c'est vrai qu'il faut savoir démontrer que
la solution elle va être utile et utilisable, c'est dans un premier temps. Et ensuite, il y a toute la dimension influence sociale. Donc, dans le cas de technologies comme l'IA et le robot au travail, c'est pas le collaborateur qui choisit nécessairement d'utiliser la solution versus le quotidien où je vais moi-même tester des applis, je vais tester des outils. Là, effectivement, il va y avoir une pression sociale, en tout cas une demande d'utilisation de tel ou tel outil. Donc, il va être vraiment crucial d'avoir des participants qui viennent vraiment du métier dès le départ, dès l'amont du projet, pour que ça fonctionne. Lever les peurs. Donc là, on est vraiment sur des sujets. Les mots peur ont été utilisés vraiment plusieurs fois ce matin. Peur, anxiété. Et donc, il faut vraiment identifier ces éléments-là dès le départ. Parce que si le premier usage est déceptif, on va vraiment ramer pour pouvoir ensuite proposer des choses qui soient utilisées. Il y a des retours très intéressants il y a quelques années, par exemple chez Renault, sur les robots industriels en cobotique, où ils sont, au bout de quelques semaines, sont restés vraiment enfermés dans leur grille, parce que même s'ils étaient très utiles, les collaborateurs n'avaient pas du tout été sollicités sur le vrai besoin. Et ça a pris vraiment plusieurs années ensuite de reconcertation pour que aujourd'hui on ait des robots, des bras industriels qui soient pertinents au cœur d'ailleurs de la chaîne de production et non pas à côté. Merci beaucoup, Livia. Judith, est-ce qu'il y a éventuellement une question, comme on arrive au bout de cette séquence, ou parce qu'on a quand même malheureusement perdu la moitié de nos participants avec ce petit bug technique. Et effectivement, mais nous sommes justement très en retard, donc je pense qu'il nous faudrait mieux passer la main à la séquence suivante. Je suis vraiment navrée et c'est mon travail de timekeeper. Ouais, super. Merci beaucoup, Judith. Livia, merci infiniment et bon courage du coup pour la soutenance, puisqu'on a cru comprendre que la thèse était finie et puis qu'après il y a les délais effectivement pour organiser la soutenance, et on lira avec intérêt les principaux résultats de tes recherches. Très bonne journée à toi. Merci à tous.